Hello les amigos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 21e épisode de S'entreprendre. Le 21, on passe la barre du 20e, ça fait plaisir. Et je suis content de vous retrouver parce que ça fait longtemps, ça fait 2 semaines, je commence à prendre des mauvaises habitudes. 2 semaines que j'avais pas fait d'épisode. Ça fait 2 fois d'affilée, c'est pas bien du tout. Et c'est pas le rythme que je veux prendre pour vous rassurer, mais je vous avoue que c'est assez mouvementé en ce moment. Je vous partage tout ça juste après l'intro. Petite intro pour ceux qui rejoignent le podcast ou ceux qui ne se souviennent pas pourquoi ils écoutent ce podcast. Je suis Alexis Bouvet, du coup, cofondateur et CEO de Gross Hiring il y a 3 ans avec Marilou et Hugo. On s'est rendu compte que l'on pouvait utiliser les méthodes marketing, commerciales et issues du growth hacking au service du monde du recrutement. L'objectif est simple, c'est de les aider à rencontrer plus de bons candidats et de mettre en place les systèmes qui leur facilitent leur quotidien. On a donc créé une communauté sur notre temps libre qu'on a appelé le Gross Hiring Club, tout simplement pour partager notre philosophie et le mouvement. Et on a mis en place du coup des programmes de formation et d'accompagnement sur mesure. Gross Hiring, c'est aujourd'hui une équipe de 30 experts sous le modèle de collectif de freelance. On a accompagné plus de 80 clients. On a formé plus de 700, même maintenant 850 apprenants. Ça augmente. Et on a une communauté du coup de 4000 recruteurs. Je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat au sens large, le fait d'entreprendre et d'être entreprenant, est l'un des meilleurs leviers pour mieux se connaître. S'entreprendre soi-même est une philosophie de vie qui nous permet de nous améliorer chaque jour. Et c'est à travers ce podcast et mes aventures entrepreneuriales que j'ai tout simplement envie de vous partager chaque semaine mes enseignements pour vous aussi vous donner envie de vous entreprendre et mieux vous connaître. Merci pour votre fidèle écoute et on enchaîne tout de suite avec les actualités de la semaine dernière. Les actualités de la semaine, j'en ai pas non plus 20 000 à vous partager. Je vais le faire assez synthétique parce que j'aimerais qu'on passe plus de temps sur les enseignements que j'aimerais tout simplement vous partager. La grosse actualité de la semaine, c'est que je suis parti à Lisbonne. Je suis parti emménager à Lisbonne. Ça fait des mois que je parle de ce projet-là. Il s'est concrétisé et je l'ai bien senti, je vous avoue, sur mes derniers jours vu que c'était assez chargé. Donc on a rendu notre ancien appartement. Ce qui me fait plaisir, c'est que c'est des potes qui viennent de se marier, qui ont repris cet appartement. Donc ça veut dire qu'il n'est pas perdu dans la nature. On va pouvoir y retourner. Donc c'était très cool. Et on a fait notre déménagement du coup ce week-end. On a aidé aussi notre couple d'amis qui a emménagé dans notre appartement. Ils avaient plein de meubles. Et on est parti hier. Donc là je suis on est combien? On est le lundi 07-10, donc lundi 7 octobre. Et je suis arrivé du coup à Lisbonne avec ma copine hier. Donc on a commencé à emménager dans notre nouvel appartement. Et bah, c'est assez mouvementé, hein. C'est un peu comme le début de l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment en mode start-up, quoi. On build les trucs, on achète les meubles qu'il nous faut, on travaille comme on peut, etc. dans un cadre. En vrai, on a plutôt bien géré, franchement, c'est cool, ça fait plaisir. Mais voilà, tout n'est pas encore setup comme il faut, mais ça ne saurait tarder. Sur le plan pro, on a mis en place un nouveau tableau des OKR avec Marilou et Hugo, et ça fait trop plaisir parce que on a fixé les objectifs sur la fin du quarter. Chaque quarter, donc chaque trimestre, on fixe les nouveaux objectifs. Et là, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on se fixe des OKR, donc objectifs qui résultent. C'est une méthode qui s'appelle OKR. Donc, je vous invite à écouter. Ah, je sais pas quel est l'épisode, je pense que ça va être le troisième ou quatrième où je dois en parler. Il doit y avoir écrit ça sur le titre. Et nous, on met en place cette stratégie et cette technique. Et là, on l'a redispatché. De base, on avait des OKR par équipe. Donc, on avait l'équipe sales, market, produit. Respectivement, sales, c'était Hugo, market, c'était Marilou, produit, c'est moi. Et on n'avait pas d'OKR pour la boîte réellement. Là, on a un peu switché le modèle vu qu'on voulait, nous trois, être hands-on donc sur la partie sales. Donc, on veut vraiment tous les trois se mettre focus sur du commerce puisque c'est le besoin du moment. Du coup, on a fait des OKR pour la boîte, donc rentabilité de la structure, comment faire en sorte
d'avoir de la marge au maximum, générer un maximum de chiffre d'affaires et réduire les coûts pour avoir du coup plus de marge. Et des OKR par personne, et donc OKR pour Hugo, OKR pour Marilou, OKR pour Alexis, et 80% de nos OKR sont similaires vu qu'ils sont associés à la partie commerciale, et 20% sont sur des projets structurants. Cette manière de faire marche plutôt bien, en tout cas pour l'instant, on est hyper aligné parce que ça permet de bien réajuster les objectifs en fonction des besoins de la boîte et non en fonction des envies de chacun. Et donc bah là, on est à la deuxième semaine d'expérimentation et pour l'instant, c'est nickel, je vous tiendrai au courant. Deuxième chose, aussi juste pour rajouter sur ces OKR, on a rajouté un graphique qui fait qu'on arrive à voir l'évolution de nos OKR. C'est un peu le problème souvent, c'est quand on traque, on va traquer des choses, mais on va pas forcément analyser bien la donnée pour au final avoir un plan d'action concret et à implémenter. Ou sinon même on analyse, en tout cas on mesure, mais on va pas avoir une vision assez globale ou assez impactante pour se dire attention là on est dans le rouge ou attention là on n'est pas à l'atteinte des objectifs. Et donc là on a réussi à le rendre beaucoup plus vivant avec du visuel. Deuxième chose, c'est que bah, notre stratégie marche, on arrive quand même à avoir beaucoup de nouveaux clients, donc c'est top. On arrive à générer, là on a généré 150K le mois dernier, 50K déjà sur ce début de mois en termes de valeur commerciale. Donc c'est trop bien parce que notre nouvelle offre marche, elle répond à un besoin, les gens sont hyper intéressés et en fait on a des discussions beaucoup plus intéressantes entre guillemets. Mais en tout cas, on discute avec des entreprises qui sont plus grandes que ce qu'on avait avant et c'est une belle transition. En tout cas, c'est un bon nouveau positionnement qu'on veut atteindre. Donc, on discute avec du Mazar, Decathlon, Extia, etc. Bref, des structures où il y a des gros volumes de recrutement, donc entre 200 recrutements à l'année à 1000, 1500, bref, des volumes qui sont assez intéressants et là où ça fait un magnifique terrain de jeu pour nous parce que c'est là où on peut exploiter aussi notre plein potentiel. Assez parlé des actualités et j'aimerais vous partager les 6 enseignements de la semaine, en tout cas des 2 dernières semaines. J'ai synthétisé ça en 6 enseignements. Le premier, ça va être définir sa perception et relation avec l'argent. Vaste sujet que j'aimerais vous partager. Le deuxième, élever ses standards augmente sa capacité à générer de l'argent. Le troisième, vie harmonieuse est supérieure à vie équilibrée, ou en tout cas est plus juste que vie équilibrée. Le quatrième, accueillir le feedback permet de grandir plus vite. Le cinquième, s'engager auprès d'un groupe de responsabilité permet d'aller plus vite aussi. J'ai pas mis de phrase derrière, mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne chose de le faire. Le sixième, provoquer les changements d'habitude et d'intention. Et le septième, saisir le momentum. Le septième. Donc effectivement, il y a 7 enseignements. Hop, on est parti. Désolé si je parle du nez, c'est une catastrophe vu qu'on est en déménagement. J'ai plein de poussière et d'acariens qui me sont arrivés en pleine face. Donc j'ai un mélange d'allergie et peut-être en train de tomber malade encore. C'est quand même dingue cette histoire. Il faut absolument que j'aille voir quelqu'un. Donc veuillez m'excuser si je parle du nez. Et veuillez m'excuser aussi si j'articule pas beaucoup parce que les nuits sont courtes en ce moment, ça n'excuse en rien, mais ça vous donne un peu de contexte sur le fait que bah, j'ai trop envie de faire ces épisodes. Là, il est 20h à Lisbonne, donc 21h à Paris, mais j'ai la force et la motivation de faire tout ça malgré le peu de sommeil du moment, et parce que ça me fait trop plaisir de partager tout ça avec vous. Je prends une petite gorgée d'eau et puis on est parti. Maintenant, c'est plus des gourdes. En tout cas, pour l'instant, c'est des verres en verre. Premier enseignement, définir sa perception et relation avec l'argent. Vaste sujet où je me suis moi-même surpris à être sur un positionnement qui n'était pas le bon, en tout cas pendant longtemps. On a plusieurs définitions de l'argent. Moi, l'argent, je voyais ça comme quelque chose de bien. Il y a plus, avant Vipassana, en vrai, c'est Vipassana qui m'a quand même pas mal changé. Le fait d'avoir fait de la méditation pendant 10 jours en Inde, etc. Et où les valeurs qu'il prenait, c'était justement ce moment présent, se contenter de peu et avoir une vie minimaliste. J'ai de base quand même une vie assez minimaliste. J'aime pas beaucoup avoir beaucoup d'objets. Je suis pas du tout attiré
par les montres, les voitures, c'est pas du tout quelque chose qui m'attire. Donc je me contente quand même de peu. Et l'argent, je trouvais ça quand même quelque chose de bien d'être riche, en tout cas d'avoir beaucoup d'argent. Et mais je crois que c'est pas forcément vipassana en fait. C'est quand même ces quelques dernières années, je me suis rendu compte que j'entreprenais pas pour l'argent et du coup j'ai fait de l'argent quelque chose de mauvais. En tout cas, j'ai catégorisé un peu les personnes qui recherchaient l'argent comme des mauvais entrepreneurs, entre guillemets, si je schématise. Et ce n'est pas bien du tout. Je reviens sur mes propos. Pourquoi? Parce que la nuance, c'est que l'argent, c'est quelque chose qui est quand même bien, mais il faut juste pas la définir comme finalité. Chacun a une notion ou une perception de l'argent qui est différente. Moi, la mienne, c'est que je vois pas l'argent comme une finalité, mais ça veut pas dire que c'est mal d'aller chercher l'argent. Et je m'opposais beaucoup à ça. Et je me disais, bah, tous les gens qui cherchent l'argent, ça veut forcément dire qu'ils en souhaitent la finalité. Et finalement, moi, je vois ça quand même, l'argent comme quelque chose de bien et comme un moyen. Entreprendre avec de l'argent, c'est quand même ne pas avoir de préoccupations, faire des choix qui sont drivés par sa mission de vie, par ses objectifs et non juste par de l'argent court terme. Et voir l'argent comme une ressource, comme dans des jeux. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à des jeux comme Civilization, Age of Empire. C'est des jeux qu'il y avait sur PC à l'époque et qui existent toujours d'ailleurs. Et on va avoir du coup une quête, une civilisation qu'on va créer, qu'il va falloir nourrir, grandir, et du coup, il va falloir avoir des ressources. Il y a plusieurs types de ressources. Ça va être le bois, les minéraux, de l'argent, des cavaliers, de l'arsenal, etc., etc. Et en fait, si on voit l'argent pas comme une finalité, mais comme un moyen qui nous permet d'atteindre nos objectifs et de faire grandir euh, tout simplement ce qu'on construit, et ben, ça devient totalement plus intéressant. Parce que, on va pas se mentir, entreprendre avec de l'argent, donc faire des levées de fonds ou avoir beaucoup de marge, permet de réinvestir ça dans, par exemple, les projets et qui va mener à bien, justement, l'entreprise. En tout cas, le projet à bien. Le fait de ne pas avoir de l'argent permet, réduit, on va dire, la, réduit la vélocité par laquelle on va atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et peut aussi réduire l'ambition qu'on va se donner parce que on a peu de moyens, ou en tout cas, on a l'impression qu'on n'a pas les bons moyens, les bonnes capacités à aller chercher ça parce que une des capacités, c'est une capacité à créer de l'argent, avoir de l'argent et avoir cette ressource-là. Donc finalement, ma conclusion sur ce rapport à l'argent, c'est qu'il faut savoir pourquoi on veut créer de l'argent et avoir de l'argent et à quoi ça va servir. Donc, je trouve que c'est quand même une capacité qui est indispensable de savoir créer et générer de l'argent. Ma conclusion, c'est qu'une boîte, une entreprise a besoin de capital. Et ça, c'est évident, ça ne tourne pas tout seul, c'est pas des assos. Il y a des associations, ça existe. Il y a des entreprises, elles ont besoin de capital pour vivre et créer de la valeur. Et plus elles ont de la ressource, plus elles peuvent créer de la valeur. Donc ça peut être de la ressource humaine, de la ressource monétaire, capacité, skills, etc. Je pense que ça va être important aussi de comprendre sa relation avec l'argent et à quoi l'argent va servir et pour quelle cause l'argent sert. Et finalement, je pense que c'est aussi important d'aimer l'argent ou de tomber amoureux de ça. Pourquoi? Parce que l'argent est quand même une ressource qui est quand même indispensable dans beaucoup de situations, pro, perso. Et donc, c'est un avantage, ou en tout cas, c'est une valeur, une plus-value de aimer l'argent, en tout cas, de ne pas le détester, parce que le détester, c'est beaucoup plus compliqué d'aller vers quelque chose qu'on déteste. Donc voilà, tomber amoureux de l'argent pour les bonnes raisons, c'est ça la conclusion de cet enseignement numéro 1. Deuxième enseignement, élever ses standards augmente sa capacité à générer de l'argent. Du coup, je me suis posé la question, générer de l'argent, quels sont les leviers qui vont nous donner envie de générer de l'argent? Le premier que j'ai identifié, c'est la survie. On est obligé, imaginons qu'on est dans la nécessité de générer de l'argent, on n'a pas assez de moyens, on a besoin de nourrir notre famille, on a besoin de se loger, etc. On est dans la nécessité de créer de l'argent.
Cette nécessité-là, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle met en action plus vite. Une personne qui est dans la nécessité, dans le besoin, va vite passer à l'action parce que c'est une question de survie. Par contre, cela peut poser un plafond de verre. C'est pas une généralité, c'est pas toujours le cas, mais c'est un risque. Donc imaginons que je suis habitué à un standard qui est faible. Je vais atteindre ce standard qui est faible grâce à la survie, donc j'ai besoin de générer de l'argent rapide. Donc je vais plus vite que ceux qui en ont pas le besoin de le générer rapidement. Mais par contre, je peux atteindre un plafond de verre qui est tout simplement mon standard et je me dis en fait je suis très bien comme ça et je me contente de ça. L'autre levier qui va être intéressant, du coup, lorsqu'on se passe dans cette deuxième phase, ça va être de élever ses standards pour augmenter sa capacité à générer de l'argent. Une fois qu'on a atteint ce palier, bah, avec une vie, moi par exemple, j'ai une vie qui est assez minimaliste, comme je vous l'ai dit, et j'aime pas forcément avoir plein de beaux trucs, je suis pas l'habitude de m'acheter beaucoup de choses, et cetera. Et j'ai aussi cette mentalité de économiser, avoir une bonne façon de gérer mon argent, réduire mes coûts. C'est plutôt comme ça que moi, je gère mon argent. Mais le fait d'élever ses standards et de se dire: «Bon, bah, en fait, je vais prendre un appart qui est un peu plus cher. En fait, je vais aller beaucoup plus au restaurant». Et évidemment, il faut que ça serve quelque chose. Il faut pas le faire pour rien, mais ça va servir, par exemple, pour mon bien-être, pour, créer des relations, pour aller au resto, pour faire des rencontres. Et bah, on repart sur un état de «survie» entre guillemets, mais sur un standard qui est un peu plus élevé. En fait, on a élevé son standard et je suis dans l'obligation d'aller générer plus d'argent que ce que j'ai l'habitude de faire pour répondre à ce standard-là. Et donc c'est un autre levier, un autre moyen que j'avais pas forcément, compris avant, mais qui est intéressant d'analyser pour tout simplement améliorer sa capacité à générer de l'argent. Donc je pense que c'est important de définir ses objectifs, objectifs de vie, objectifs d'acquisition, objectifs de ce qu'on veut avoir, être et faire, et voir et mettre en face la ressource argent, quelle est la nécessité qu'on a. Et en fait, on se rendra sûrement compte qu'on a besoin de beaucoup plus d'argent que ce qu'on pensait. Et au lieu de faire le schéma inverse, de se dire: «Bon, bah, en fait, je gagne combien en ce moment? D'accord, bon, bah, alors je peux me payer quoi?» Et en fait, cette réflexion-là part d'une ressource à l'instant T et part pas d'une ressource potentielle. Au lieu de partir, moi, je préconise plutôt de partir de l'objectif qui est ambitieux, élevé et de se poser la question: «Quelles sont les ressources dont j'ai besoin, même en termes monétaires?» Donc élever ses standards de manière raisonnable, avec une intention alignée avec son style de vie et ses envies, peut être bénéfique et en tout cas être, selon moi, une voie juste, parce que j'avais peur que ce ne soit pas une voie juste, en tout cas que ce soit quelque chose qui ne soit pas aligné avec mes valeurs. Donc j'ai réussi à aligner tout ça. Pour parler d'alignement et faire une transition parfaite sur ce troisième enseignement, l'alignement parfait, selon moi, c'est la vie harmonieuse, à l'inverse de la vie équilibrée. On cherche tous l'équilibre pro-perso, je pense que c'est une quête constante, comment faire en sorte d'avoir un bon équilibre. Donc, c'est-à-dire travailler tant d'heures et avoir tant d'heures de travail et que tout soit bien équilibré. Une vie équilibrée veut dire qu'à l'inverse, qu'on peut avoir une vie déséquilibrée. Donc déséquilibrée, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où ça penche un peu plus, donc ça déséquilibre. Imaginons que le travail prenne un peu plus le dessus en termes de temps. Ça veut dire aussi de la constance entre les piliers. C'est-à-dire qu'on a nos piliers, on a le même rythme, on a une sorte d'équilibre, une sorte de routine qui s'installe. Et pourtant, les aléas de la vie font que notre vie doit être balancée. Donc c'est pour ça que la notion d'équilibré me va pas trop. Je préfère parler soit de balance ou soit d'une vie harmonieuse, d'harmonie. En guise d'exemple, moi, il y a des moments, bah, là par exemple, c'est un moment très propice. Il y a des périodes de taf qui sont très intenses en ce moment et ça me va très bien. C'est pas pour autant que ça va impacter mon bonheur. Pourquoi? Parce que je sais qu'il va falloir que je mette cet effort-là pour aller atteindre mes objectifs et ça me va et je suis OK avec ça. Et ce sont des périodes, ce sont des cycles, c'est des mouvements. Tout n'est pas linéaire, tout n'est que mouvement et nuance. Et donc en fait, ça nous fait des variations et des déséquilibres, en tout cas, bah, des balances, je dirais des balances qui, au final, donnent une harmonie dans le tout.
On peut avoir un autre exemple, une relation, imaginons une relation qui s'efface, qui se casse, une rupture, fait que, bah, ça va déséquilibrer, pareil, cette harmonie. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose? Pas forcément. À l'inverse, c'est quelque chose qui va rendre, bah, qui va passer par une période de balance. Donc il va falloir, passer plus de temps avec soi, moins avec les autres, être dans l'introspection, mais retrouver une autre harmonie dans la situation. L'harmonie, si je prends la définition, c'est intéressant. L'harmonie, c'est de sons, la combinaison de sons agréables à l'oreille. Et donc, ce que j'aime bien dans cette définition, c'est le mot combinaison de sons. Donc, c'est la combinaison, on va dire, d'aléas ou d'actions ou d'actions mises en place qui donne quelque chose d'agréable, une sensation qui fait qu'on est en harmonie, selon moi, avec ses objectifs et qu'on est aligné avec ce qu'on veut atteindre. Et selon moi, c'est plus ça qu'il faut chercher. Il y a certains piliers, de temps en temps, qui vont être plus faibles, d'autres plus hauts. Il faut accepter que ce soit comme ça. Il ne faut pas aller en l'encontre pour rester dans une sorte d'équilibre, mais plutôt s'écouter et bien analyser cette énergie-là pour donner le bon effort au bon endroit, qui soit aligné avec ce qu'on veut atteindre. Quatrième enseignement, accueillir le feedback permet de grandir plus vite. Je ne sais pas s'il y a des petites notifications si vous entendez. En tout cas, j'en suis désolé pour ça. Accueillir le feedback permet de grandir plus vite, tout simplement. J'ai compris avec bah, mes associés que moi j'ai une culture du feedback qui est un peu différente. J'aime bien le feedback qui est direct. J'aime pas trop qu'on enrobe les choses. En tout cas, moi, quand je demande un feedback, j'ai pas envie qu'on me dise ça c'est bien, ça c'est top, etc. Même si ça fait plaisir et ça flatte l'ego, très bien. Et ça permet peut-être d'accueillir le feedback qu'on va nous donner derrière plus simplement. Mais moi, c'est pas forcément, en tout cas, j'ai moins besoin de ce filtre-là, de cette chose-là. Et j'ai remarqué que certaines personnes, à l'inverse, moi, je donne un feedback qui est quand même très direct, la plupart du temps. Après, je fais des efforts et j'essaye quand même d'enrober, mais je sais même pas si c'est une bonne chose. J'aime bien donner des feedbacks qui sont quand même directs. Pourquoi? Pour aller droit au but, à l'essentiel, et qu'on me dise directement les choses qui vont me permettre de m'améliorer. Le fait est qu'il y a beaucoup de gens qui ne reçoivent pas bien le feedback. Je ne sais pas si c'est un problème de la personne qui donne le feedback ou la personne qui va le recevoir. Je pense que c'est un mélange des deux. Mais en tout cas, vous avez plus intérêt à travailler en soi, ça peut être les deux, hein. En tant que manager, de donner bien le feedback, évidemment, c'est important. Mais aussi, si vous prenez que vous-même et que dans le prisme de grandir vous-même, vous avez plus intérêt de cultiver votre capacité à accueillir le feedback qui soit bien enrobé ou qui soit direct, parce que c'est en emmaganisant plein de feedback et en ayant plein de points de vue différents que vous grandirez et vous irez beaucoup plus vite. Ce qui est aussi propice, c'est du coup de demander beaucoup de feedback. Plus on a de feedback, plus on a de possibilités d'être proche de la vérité. Imaginons une personne qui met un avis sur un restaurant, il a donné un feedback, ça se trouve, il a trouvé ça pas bon du tout, c'était un mauvais jour et il a mis une note de 1 et du coup ça a pourri totalement la note Google de ces restaurants. À l'inverse, il y a eu 36 000 avis. Bon, il y a quand même pas mal de chances que ce soit proche de la vérité. Ça ne veut pas dire que ce soit la vérité absolue, c'est pour ça que multiplier les chances, en tout cas les interlocuteurs, permet d'avoir plus de feedback qui soit proche de la vérité, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Donc c'est là aussi, il faut savoir dissocier un feedback et de l'info qui permet de voir quelque chose qu'on n'avait pas vu, mais faire confiance à son propre jugement et son discernement pour prendre la bonne décision. Cinquième enseignement, s'engager auprès d'un groupe de responsabilité. On a des objectifs qui sont ambitieux, on a envie de faire des choses qui sont grandes, on s'engage auprès de soi-même, mais s'engager auprès des gens permet d'aller à un niveau supérieur, selon moi, ou en tout cas différent par rapport aux objectifs qu'on veut atteindre. Pourquoi? Tout simplement parce que s'engager envers soi-même, c'est, on va dire, sa réputation qu'on a avec soi-même, et entre guillemets, ça ne tient que à vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez, avoir une mauvaise réputation vis-à-vis de vous-même. Bon, c'est que vous-même, ça atteindra votre confiance en vous, ce qui est déjà quand même quelque chose de très important, mais il y a pas d'autres acteurs qui sont concernés. Ou en tout cas, on voit un jugement qui peut être moins direct,
parce qu'on peut mettre ça de côté. À l'inverse, lorsqu'on s'engage auprès d'autres personnes, en fait, on a le jugement des autres qui nous impacte en plus et on a des conséquences négatives qui peuvent arriver vis-à-vis d'autres personnes. Donc, c'est-à-dire, ces autres personnes n'ont plus confiance en nous, disent qu'on n'est pas fiable, on a une réputation qui est à tenir et du coup, bah, celle-ci va être entachée. Expérience qu'on a fait il y a pas longtemps suite au séminaire de Tony Robbins. Donc on est parti avec, on était 5 au total, donc 5 entrepreneurs de l'incubateur. On est parti là-bas et au retour, bref, on était, énergie puissance 10 000 et on a gardé notre groupe WhatsApp et sur ce groupe WhatsApp, on se partage tous nos enseignements de la semaine, un peu comme je le fais là. Bon, on le fait de manière un peu différente, mais les objectifs qu'on veut atteindre, où est-ce qu'on en est sur ces objectifs. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant que je fasse un épisode là-dessus où je vous partage mes objectifs. Comme ça m'engage envers vous de me dire, bah, je dois vous dire mes objectifs chaque semaine. Et donc là, lorsque j'énonce mes objectifs que je ne les ai pas atteints, et ben là, c'est honte à moi et je suis obligé de revenir dessus. Donc ça, c'est intéressant et ça peut être un bon exercice. Mais nous, on le fait déjà sur ce groupe WhatsApp. Et je trouve ça pas mal parce que ça permet de mettre tout le monde dans le même bateau, avoir ce groupe de responsabilité. On est responsable envers des autres, de leur partager du coup bah, les objectifs qu'on atteint, où est-ce qu'on en est et si on les a pas atteints. Sixième enseignement, provoquer les changements d'habitude et d'intention. Je ne sais pas si vous avez des moments dans votre vie, ça peut être une bonne question à se poser. Quels sont les moments marquants de votre vie qui ont changé radicalement votre manière de voir les choses ou vos habitudes? Vous pouvez prendre un petit temps, 10 secondes, 15 secondes. Pensez à des changements brutaux qui vous ont radicalement changé. Moi, il y en a quelques-uns qui me viennent. Ça peut être des drames, donc des décès familiaux, ça m'est arrivé. Ça arrive dans chaque famille, c'est comme ça, c'est la vie. Ça peut être des événements, joyeux, une nouvelle étape, une école qui se finit, un nouveau projet. Ça peut être aussi un projet qui s'arrête. Ça peut être une rupture. Il y a pas mal de gros moments dans la vie qui nous ont fait prendre conscience de certaines choses et qui ont créé une sorte de momentum ou en tout cas de l'électrochoc qui nous ont fait réaliser qu'il fallait se mettre en action et changer les choses. En tout cas, changer notre manière de faire, changer notre manière d'agir, ou qui nous ont impacté aussi négativement, qui nous ont pas fait prendre conscience qu'il fallait changer, mais qui nous ont changé sans qu'on le veuille. Je pense que ces momentum présents, précis, ils sont ultra précieux parce que c'est ce qui nous permet de donner de la force, de l'énergie, de la motivation, de changer. Une sorte de prétexte, une sorte de why et de se dire: «Bon, bah, en fait, cette action-là, cet événement-là m'oblige à changer ma manière de faire, tout simplement, parce que je veux pas que le reste de ma vie soit comme ça». Je dis n'importe quoi, imaginons que vous avez un ami, qui décède, parce qu'il a eu un cancer des poumons et ben, en fait, ça vous donne une prise de conscience réelle en face de vous que en fait, on peut mourir du cancer du poumon à cause de la cigarette et donc vous donne envie d'arrêter de fumer, par exemple. Ça peut être, une rupture qui vous fait un électrochoc et souvent dans les ruptures, bah, les personnes vont beaucoup plus, par exemple, aller à la salle, avoir plus de temps pour eux, beaucoup plus lire, se développer et avoir une vie qui est beaucoup plus tournée vers soi parce qu'elle est moins, partagée, mais du coup, met en place des bonnes habitudes, en tout cas pour soi. Je trouve que ces moments, ils sont ultra précieux et il faut peut-être les créer, je me posais la question du coup, si on a la possibilité de les créer de manière artificielle. Donc c'est-à-dire de se lancer un défi, de se lancer des challenges, d'aller chercher, justement des histoires, des storytelling à droite à gauche, être ouvert d'esprit pour récolter un maximum de ces, événements ou en tout cas de ces électrochocs, des personnes qui sont passées par ces événements-là. Ça peut être à travers de vidéos, de films. Moi j'aime bien les films qui m'inspirent parce qu'il y a toujours une histoire où on voit la personne qui était par exemple en prison pendant 12 ans. Là, par exemple, c'est le film du comte de Monte Cristo.
pendant 12 ans, elle est en prison, elle part, hop, elle a envie de se venger, et cetera. Mais il y a toute une sorte de résilience et je me dis: «Waouh, il y a des personnes comme ça qui passent 12 ans en prison et qui arrivent à sortir». J'imagine ce qu'elles doivent vivre et en fait, ça me donne un élan de passer à l'action. Et donc je me demande s'il n'y a pas, des triggers comme ça, des déclencheurs qui nous permettent de passer à l'action, se lancer un challenge, s'engager envers soi-même, lancer un nouveau projet, créer un compte juste un groupe de responsabilité avec d'autres entrepreneurs pour justement créer ces momentum pour passer à l'action. Le septième enseignement, les amis, le dernier, saisir le momentum. Il y a certaines choses que je mettais de côté, par exemple, répondre à un email, fixer un deuxième rendez-vous avec un prospect, je le mettais par exemple dans 2 semaines parce que je voyais que mon agenda était booké. Répondre à un message LinkedIn, un appel qu'on faisait et bah, de répondre quelques, jours plus tard. Et c'est surtout, en fait, via la communication quand j'y pense, qu'il y a des momentum. En fait, dès que ça impacte d'autres personnes, il y a des momentum qui se créent. Imaginons, bah, une personne qui nous répond à un mail qui est important. Moi, dans mon esprit, j'avais plein de choses sur ma to-do list qui étaient beaucoup plus importantes que ça. Mais il y a un momentum qui se crée, c'est-à-dire qu'il y a, imaginons un lead qui intervient chez vous, qui veut vous contacter et travailler avec vous. Je me dis, mais en fait, j'ai plein de trucs sur ma to-do list qui sont hyper importants. Bon, je lui répondrai dans 2 jours, 3 jours, 4 jours. Plus vous passez de temps, plus vous perdez du temps, entre guillemets, sur votre réponse par rapport à ce lead, moins vous avez de chances que cette personne vous réponde. Je n'ai plus les statistiques en tête, mais à l'idéal, il faut répondre dans les 1 ou 2 heures et au pire des cas, vraiment le lendemain. Mais sinon, limite, le lead, il est KO. Et en fait, il y a plein de momentum comme ça que j'avais pas forcément identifié et qui se retrouvent, par exemple, dans des messages qu'on m'envoie. Hop, on va m'envoyer un message d'une personne avec qui je veux absolument échanger. En fait, je vais pas mettre 3 jours à lui répondre. Je vais directement voir le message. Donc, j'essaye de plus en plus de voir mes communications parce que c'est là où il y a des momentum qui se créent. Et du coup, lui répondre directement. Même avoir une conversation comme du SMS où on s'enverrait des textos avec une personne que vous voulez absolument rencontrer, ça crée un lien, ça crée quelque chose qui est fort. Et donc, ces momentum, je pense que maintenant, c'est important de les identifier et de les reprioriser par rapport à ce qu'on a à faire. Par exemple, autre exemple, imaginons que j'avais un premier rendez-vous avec un prospect. Il est hyper intéressé, il est hyper chaud. Je regarde mon agenda, paf, je vois que c'est que dans 2 semaines où je peux lui accorder 45 minutes pour lui faire une propale. Et bah ça, c'est pas possible. Ça, j'ai pas le droit de dire c'est dans 2 semaines. La personne, elle veut travailler avec nous. Il y a un momentum, il y a un besoin qui est à l'instant T. Ça se trouve, dans une semaine, en fait, cette personne, elle va se dire qu'elle a plus de besoin ou elle va trouver une autre personne qui fait ce qu'on fait, mais j'en doute. Mais voilà, elle va peut-être trouver une autre solution. Ce momentum, faut le saisir et du coup, faut direct déprioriser certains rendez-vous, certains échanges qu'on avait pour mettre ce rendez-vous en priorité. Voilà les amis, on a nos 7 enseignements de cette semaine. C'est vrai qu'au final, je crois que je fais 6 ou 7 à chaque fois, comme s'il y avait un enseignement par jour, ce qui n'est pas le cas tout le temps. C'est un peu des réflexions qui viennent au fur et à mesure des journées. Mais si je résume les 7 enseignements, définir sa perception et relation avec l'argent pour s'assurer de voir ça comme une ressource, pas comme une finalité, et d'aimer générer de l'argent, parce que c'est quelque chose qui peut être à votre avantage tout au long de votre vie. Deuxième enseignement, élever ses standards augmente sa capacité à générer de l'argent. Vie harmonieuse est supérieure, ou en tout cas différente d'une vie équilibrée. Accueillir le feedback permet de grandir plus vite, être vraiment ouvert à ça, l'embrasser, embrasser le feedback, le demander, c'est hyper important. Ça vous permet de voir les choses que vous n'avez pas vues. Il faut mettre son ego de côté, il faut accepter, c'est comme ça. Cinquième enseignement, s'engager auprès d'un groupe de responsabilité vous permet d'être encore plus responsable que seulement la réputation que vous avez avec vous-même, mais votre réputation par rapport aux autres. Sixième enseignement, provoquez les changements d'habitude et d'intention. Provoquez-les vous de manière intentionnelle. Saisir, septième enseignement, saisir le momentum.
pour ne pas perdre, je ne sais pas quel serait le mot, pour pas perdre, la flamme, ou en tout cas ne pas laisser éteindre cette flamme. C'est une petite lueur qui s'offre à vous, saisissez-la. Les amis, merci encore pour vos écoutes, ça m'a fait trop plaisir. Si je peux apporter de la valeur à d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, des personnes qui partagent ces mêmes quêtes que nous, de connaissance de soi, de s'entreprendre, d'être entreprenant, pas forcément entrepreneuriat, mais entreprenant. Partagez les épisodes, ça me ferait trop plaisir. C'est comme ça que je me rémunère, entre guillemets. C'est plutôt le kiff que les gens écoutent ça. C'est vraiment ça mon énergie, en tout cas mon carburant. Je fais ça à titre vraiment de kiff et de passion. Donc si j'arrive à toucher le plus de gens possible, ça me fait encore plus plaisir. Les amis, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi en fonction de quand vous écoutez ce podcast. Et à la semaine prochaine. Ciao.